Le pain est communautaire. Le mot copain vient du latin companus, compagnon. Cum, avec. Panis, pain. Celui avec qui on partage le pain. Les moulins à eau ou à vent, pour moudre les grains de blé ou d'autres céréales et obtenir la farine, étaient jadis un lieu de convivialité dans les campagnes. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les villageois s'y retrouvaient, discutaient, mangeaient, pendant que le moulin tournait. Il arrivait souvent que le meunier soit payé en nature, ce qui favorisait les échanges établis dans un climat de confiance. Le meunier était alors au centre de la communauté. La cuisson du pain donnait lieu aussi à des rassemblements. Encore au début du XIXe siècle, la cuisson du pain se faisait une seule fois pour l'année entière, et ce, par tous les villageois ensemble autour du même gros four. Cela prenait des heures. Au début, il fallait que le feu prenne, et c'était la plus lourde tâche. C'est pourquoi l'ordre de passage des villageois pour cuire le pain était tiré au sort. En ce jour de cuisson, les femmes en profitaient pour faire des gâteaux, des tourtes et des tartes. Les gens se réunissaient autour du four. Les adultes s'activaient, mais discutaient aussi entre eux. Et c'était un paradis pour les enfants. Bien sûr, ensuite, durant l'année, on mangeait du pain de plus en plus dur, mais c'était un régal de le tremper dans le café au lait. Moudre le blé pour obtenir la farine, cuire le pain, étaient des dates annuelles importantes, et ce qui réunissait les gens était très fort, puisque cela concernait la survie, le pain, la denrée essentielle. L'hiver, on se réunissait pour les veillées, soit dans la cuisine, soit dans les tables, pour profiter de la chaleur des cuissons ou des animaux. On se racontait des histoires, on chantait. L'hiver, il fallait se serrer les uns contre les autres, à un niveau corporel d'abord pour se réchauffer, et à un niveau plus spirituel, pour ne pas souffrir de l'isolement dû à la neige. Car quand il n'y avait ni chasse-neige, ni voiture, la neige vous coupait du monde. Il en allait donc pour la survie de l'esprit, satisfaisant le besoin indispensable d'échanger des pensées, des paroles, manger, se tenir compagnie, braver le froid et l'isolement, voilà des choses primaires sur lesquelles repose la création d'une communauté. La communauté, c'est comme l'oxygène. La respiration règle les échanges entre le dehors et le dedans. La communauté en fait de même. Le moulin était un lieu de vie où le meunier occupait une place centrale. Centre de la denrée première, ce lieu de rencontre, d'échange important, était chargé symboliquement. Ce qui fait ainsi communauté a des répercussions déterminantes sur la vie et le parcours des gens. J'ai un ancêtre qui fut meunier en Sicile jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le jour où l'électricité est arrivée et qu'il a fait électrifier son moulin, les villageois y ont vu l'intervention du diable et refusèrent de lui confier leurs grains à moudre. Plus personne ne lui accordait sa confiance. Cela signa pour lui une rupture avec sa communauté. Rejeté de sa communauté, il a été contraint de s'éloigner de son pays pour pouvoir continuer à vivre, à subvenir à ses besoins. Mon ancêtre a pu ensuite s'apparenter à une nouvelle communauté dans son pays d'adoption, car les Italiens en général et les Siciliens en particulier émigrent beaucoup et forment ailleurs des communautés. Comme tous les Italiens, ils ont la double faculté de ne pas renier leurs origines et de s'assimiler parfaitement. En tout cas, je ne suis pas né en Sicile. Cet ancêtre a changé de meunier. De meunier, il est devenu agent immobilier. La maison
est le lieu de la plus petite communauté qui soit, la famille. Peut-être cela le guérissait-il un peu de la nostalgie qu'il devait avoir de son premier métier où il était le centre du foyer. La cuisine dans les maisons garde la symbolique des premiers gros fours à pain, de la chaleur. Et dans la maison, il fait bon se trouver dans le coin réservé à la préparation des repas, l'une des premières conditions de notre survie. Le besoin nourricier est fondamental. C'est le premier lait maternel. Et l'enfant qui vient de naître, on l'appelle nourrisson. Les nourrices n'étaient pas seulement celles qui gardaient les enfants, c'étaient celles qui nourrissaient les bébés. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, si une mère mourait et laissait un bébé, les femmes du village qui allaitaient venaient le nourrir à tour de rôle et lui donnaient le sein. Les femmes n'abandonnaient pas un nourrisson. Dans l'Antiquité, les morts étaient enterrés soit en dehors de la maison, soit à l'intérieur, mais obligatoirement près de l'âtre, pour qu'ils veillent au bon fonctionnement de ce point important, pour qu'ils insufflent ici-bas la vie d'au-delà et que les vivants leur rendent un culte. Le feu était sacré. Les dieux sont dans la cuisine. La cuisine à l'américaine, appelée maintenant cuisine ouverte, participe de ce besoin de propager la chaleur symbolique du foyer pour la faire rayonner dans la maison. J'étais une petite fille très mystique. Lors d'une retraite faite pour ma confirmation, j'ai eu mes premières palpitations. Le mercredi après-midi, j'allais avec joie dans une salle d'un bâtiment où le matin avait eu lieu le cours de catéchisme. Mais c'était pour jouer au ping-pong, à d'autres jeux, réaliser des travaux manuels, inventer des histoires. Ce lieu s'appelait le foyer. J'aimais beaucoup. C'est au foyer que j'ai vu pour la première fois des adultes s'apercevoir de mon don d'écriture pour inventer des histoires. Cela a dû m'encourager à suivre ce don. Très tôt, l'écriture fait goûter aux sensations d'appartenance. Je ne suis pas comme les autres, me disais-je quand je marchais dans la rue, alors que j'étais enfant. L'écriture est venue comme une peau supplémentaire, ou plutôt un lieu en moi, immatériel et invisible, qui rayonnait au dehors. La différence que je ressentais par rapport aux personnes croisées dans la rue marquait en quelque sorte ma non-appartenance à eux. Mais cette non-appartenance était toute tendue vers eux, car écrire, c'est d'emblée tendre la main aux autres. Du plus près de ma différence, j'étais d'autant plus seule que j'étais avec eux. Chercher sa communauté, chercher son chez-soi. Il faut avoir une bonne dose d'innocence pour connaître une bonne communauté. De la fraîcheur et de l'élan qui donnent le courage de la vie authentique. Ceux qui veulent dominer sont des proies pour les autocrates et les suiveurs, les soumis aux conventions, les lécheurs de diplômes sont aussi des proies pour les autocrates. Dominants aussi bien qu'esclaves constituent des communautés morbides. Je viens d'un pays qui n'existe plus, où les gens sont nés et ont vécu heureux. Quand ce pays a disparu pour eux, ils en parlaient comme si cela avait été le paradis. Moi, j'avais 5 ans et je me suis dit que le paradis sur terre n'existe pas. 3 ans plus tard, je me suis mise à écrire. J'entrais ainsi, sans le savoir, dans une communauté, une nouvelle perle dans le collier des siècles d'écriture. C'est pour faire communauté qu'il y a eu l'écriture. D'abord, dans les grottes préhistoriques, ce furent des signes entre le dessin et l'écrit, comme les premiers mots articulés étaient entre le cri et le chant.
dessin, écrit, cri et chant ouvrent le mouvement entre dedans et dehors, entre soi et le non-soi. On cherche tous notre maison. La maison est plus qu'un abri. C'est la caisse de résonance de l'âme. Une communauté est une maison qui n'est pas faite de murs, mais d'êtres vivants. Elle est mouvante, ses murs respirent. On s'agrandit avec une maison comme ça. Pour comprendre quelque chose, il faut être à la fois dans le cercle et hors du cercle. Mais cela tout seul est impossible. Faire partie d'une communauté permet d'être à la fois dans le cercle, par votre ressenti et votre expérience, et hors du cercle, par le ressenti et l'expérience que les autres vous offrent de la chose regardée. Cela démultiplie les angles de vision, mais comme aussi vous visez la même chose, cela vous raffermit dans votre position. Une communauté doit naître spontanément. Chercher à faire communauté mène tout droit à l'impasse ou à l'imposture. Elle est comme le sourire, cela ne se commande pas. Entre l'enfance et l'adolescence, il y eut une période de grande solitude. Je ne pouvais pas avoir d'amis. C'est alors que j'ai vu la charpente fondatrice de la communauté, quand le monde vous manque. Un jour de février, après la pluie, je marchais sur la plage déserte quand j'ai vu une fille allongée sur le sable détrempé. Elle bougeait de manière à se creuser un lit comme pour s'y enfoncer. Je me suis approchée. Rien que sa tête dépassait de sa couche de silice. J'ai cherché à la relever, mais elle n'a pas voulu. Et je l'ai entendue qui me parlait. Quand je suis comme ça, ma peau se mélange aux grains de sable et je m'enfonce avec eux dans la profondeur de l'eau. Sous la mer, je traverse les couches terrestres et dans cette profondeur de la solitude, j'ai compris. Aucune communauté ne se crée sur la haine. La haine rassemble des complices. L'amour unit des fervents. La ferveur est une femme forte et patiente. Elle n'a rien de la fébrilité et de l'excitation des paresseux. La ferveur est comme une mère qui veille. Seuls ceux qui ont l'humilité face au vivant et l'ambition devant la nudité du futur entrent dans le royaume de la communauté. Car seul ce qui dépasse et submerge les êtres peut durablement et véritablement les relier. Je n'ai qu'une religion, elle a pour nom la vie. Un jour, j'ai entendu ma grand-mère Francesca gronder ma mère, sa fille, lui disant, en lui parlant de moi à l'âge de 14 ans, « Si tu ne lui apprends pas à faire à manger, comment veux-tu que plus tard elle se garde son mari ?» Elle ne lui a pas dit « Apprends-lui à être douce et câline envers son mari », sous-entendu le combler au lit. Le mariage de Francesca fut un mariage arrangé. L'homme qu'on lui attribua était très gentil, mais malheureusement, ce n'était pas celui qu'elle aimait. Ce fut pour elle doublement tragique, parce qu'avant lui, elle avait été fiancée avec son amoureux. Mais il fut appelé à la première guerre. Les parents de Francesca craignaient qu'il meure sur le front, leur laissant sur les bras cette fille à marier. Car en ce temps-là, et notamment en Sicile, une fille devait se marier très jeune. On lui fit épouser l'homme très gentil mais pas très beau et qu'elle n'aimait pas. Mais son fiancé revint de la guerre, un blond aux yeux bleus, beau comme un ange. Pauvre Francesca, elle avait été mal mariée pour rien, alors qu'elle aurait pu vivre son amour et être heureuse. Femme opiniâtre et sérieuse, Francesca remplit son devoir conjugal, mais juste ce qu'il fallait, sans passion ni fougue. Car le plan érotique était réservé à son ange blond dans ses rêves. Envers son mari, le plan érotique se déplaça dans le culinaire.
Je pense que Francesca devait savoir que la première communauté, avant même celle du moulin à vent, de l'âtre et de la cuisine, se fait dans un lit. Et du lit en sort un enfant. Une communauté doit toujours être productive. Elle doit élever les êtres et faire rayonner des bienfaits autour d'elle. Une communauté repliée sur elle-même n'est pas une communauté, c'est une secte ou une association des élites. Les bourgeois se livrent entre eux une guerre sans merci, mais ils sont prêts à défendre celui qui est attaqué de l'extérieur. Chacun veut absolument donner aux autres une bonne image de lui-même. Pour défendre le groupe d'où il tire ses privilèges, chacun est prêt à se renier. Ils s'agglutinent, formant un agglomérat de masques derrière lesquels ne se trouve nulle conscience individuelle, nulle véritable identité. Ils ne font pas communauté, car cette attitude est la marque des associations de malfaiteurs. Dans les contraintes religieuses alimentaires n'entre aucune raison d'ordre prophylactique. Et si les humains se sont mis à parler, ce n'est pas davantage pour des raisons pratiques. De même, la formation d'une communauté ne répond pas à des critères utilitaires. Les bourgeois se serrent les coudes entre eux pour défendre leurs intérêts au cas où ceux-ci seraient mis en danger. Mais hors de ce type de situation, c'est la guerre. L'aspect utilitaire ne fait pas tenir entre les membres ensemble. Ce qui relie les membres de la communauté sort du cadre de l'utile. Cela touche à ce qui nourrit la raison de vivre et la raison d'être, qui dépasse le quotidien et le banal, le bassement utilitaire et s'élève jusqu'aux confins de la vie imaginaire. Aimer d'amour une personne, c'est aimer aussi le champ sur lequel pousse son univers mental. Connaître ses rêves, ses difficultés, ses combats, ses aspirations et lui communiquer les nôtres. La personne aimée qui m'aime aime aussi mon univers mental. Les univers se rejoignent, cela forme la communauté. Venue du désir amoureux, elle portera des fruits qui seront pleins d'amour et de vie. Ce n'est pas sur la mort, qu'elle soit naturelle ou de crime, que s'élève la communauté. Des philosophes, des psychologues ont cru cela, trop ancrés dans la monodirection de l'esprit masculin. Monodirection certes propice aux grandes avancées, ils n'ont pas vu qu'il y a deux sortes de morts. L'une, égoïste et stérile, qui marque le point final. L'autre, que l'esprit masculin a tendance à ne pas voir, est la plongée dans un brassage d'avant la création des formes. C'est là où nageait la fille qui s'enfonçait dans le sable quand je l'ai vue. Elle contient en vérité les potentialités des germes de la vie, en quoi cette mort est le revers de la vie et la serre. C'est sur la vie et non sur la mort que se fonde la communauté. La négativité est transitoire, c'est une étape dans le processus de la vie. Les vieux cheveux tombent et de nouveaux cheveux poussent. La peau se renouvelle. Même s'il reste le socle inaltérable de ce que nous sommes, l'état d'esprit évolue, abandonne certains traits, en acquiert d'autres. La mouvance même de la vie fait que pour persister véritablement dans notre être, poursuivre le but qui constitue l'axe de notre raison de vivre, parfois nous prenons une légère déviation par rapport au cap. C'est comme un bateau en pleine mer. La navigation s'adapte au temps. Il n'y a qu'un seul moyen de parvenir à bon port, c'est de s'adapter et d'intégrer les changements. Ne pas dévier conduit fatalement au naufrage. L'arbre perd ses feuilles, sommeille l'hiver avant la nouvelle reverdie. Vouloir arrêter le devenir sur l'un ou l'autre versant est une atteinte majeure faite au processus vital. Le devenir
est une succession de morts et de renaissances. Le devenir occidental est en train de se briser sur le roc de la stagnation. Une culture signifie un accord au sens musical du terme, non pas sur des valeurs, car cela ne veut rien dire. Les valeurs se rapportent à des marchandises, à ce sur quoi on peut accoler un prix à partir duquel se font les échanges commerciaux. Cela ne fonde pas une culture. Une culture rassemble plusieurs formes de vie qui ont en commun une certaine manière d'être, de se comporter les uns vis-à-vis des autres, ce qui régule les rapports entre les hommes et les femmes. Les marqueurs forts d'une culture sont le rapport à la loi, l'humour, la façon de se nourrir. Rapport à la loi, humour et cuisine. La loi ne se réfère pas ici au code et au règlement. Mon père spirituel disait que la justice n'a aucun rapport avec les palais de justice. La loi, ici, c'est la manière dont on considère le partage entre le bien et le mal. Quels sont les interdits moraux? Il y a les lois écrites, celles qui sont traitées dans les palais de justice, et il y a les lois non écrites, qui ont à voir avec la moralité, la décence, le sens de l'honneur. Comment on agit par rapport à ces interdits? Tout ceci change d'une culture à l'autre. L'humour répond à la mise en distance qu'on instaure par rapport à la souffrance, à la tristesse, à la douleur. Suivant l'adage, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. La cuisine concerne le rapport aux morts. On se nourrit pour ne pas mourir. On n'y pense pas quand on mange, comme on ne pense pas non plus qu'on respire pour ne pas mourir à chaque inspiration et expiration. Cependant, sous-bassement, le but est toujours là. C'est en quoi la cuisine est fondamentale. Elle relie à la patrie charnelle. Les exilés aiment les plats de leur pays d'origine. Cela peut prendre la forme d'un cérémonial. La cuisine ici, ce n'est pas seulement les mets, mais c'est aussi l'heure des repas, l'importance qu'on accorde à la nourriture. Dans certains pays comme la France, charcutiers, bouchers et fromagers se trouvent à chaque coin de rue. Dans d'autres pays, on ne trouve que 2 supermarchés par quartier, un normal et un discount. Loi, humour, cuisine varient d'une culture à l'autre. La standardisation des choses et des personnes a conduit à la chute des cultures. Culture et humain sont dépersonnifiés. La personnalité d'un individu s'épanouit difficilement, voire pas du tout, sur un terreau sans caractère propre, dans un méli-mélo qui ressemble à un manteau fait de plusieurs morceaux de tissus différents. Un patchwork ne peut pas devenir harmonieux, c'est du rapiessage, et un vêtement rapiécé ne dure pas longtemps. La personnalité est une mise en forme, et la forme se découpe à partir d'un fond. Si le fond est ce tissu rapiécé, il devient un marécage, un informe mou, sans axe ni direction. Sur ce semblant de terreau, qui en vérité est un bourbier, la mise en forme de la personnalité ne peut se faire que mal et difficilement. C'est là qu'interviennent les élites. Les élites mondialisées font table rase de ce qui existe pour la mise en place de la fluidité intégrale, hors du lieu et du temps. Les marchandises et les flux doivent circuler partout et très vite, donc les gens aussi. Le meilleur rendement consiste à produire un objet dans la plus grande quantité possible. Son coût est alors très bas. La dépersonnalisation fait que le maximum de gens aiment tous la même chose au même moment, ou plutôt on la leur fait aimer. Moins ils ont de personnalité, de verticalité, de vie intérieure, et plus ils se mouleront dans le cadre préétabli. Ils ont l'impression de désirer vraiment cet objet-ci, ne pouvant pas comprendre
que ce ne sont pas eux qui le désirent, mais le clone désirant qu'on a mis à leur place. Le soi-disant humanisme, consistant à l'abolition des limites des êtres, des cultures, des territoires, est le masque décoratif qui cache l'objectif véritable. C'est le sex-appeal moral qui sert d'attrape-couillon. La culture formait la grande communauté à partir de laquelle pouvaient se former les singularités individuelles, qui dès lors pouvaient former des micro-communautés par affinité. Or, l'uniformisation culturelle et la standardisation des pseudo-désirs créent chez les êtres un vent de panique. Qui sont-ils ? Plus personne ne se sent être un individu véritable. Déshérités et en déshérence, certains vont se regrouper par des succédanés d'affinité pour répondre aux besoins criants des êtres à détenir leur propre personnalité et à faire partie d'une communauté. Ces succédanés s'ancrent sur les dominataires les plus grossiers, les plus étendus, parce qu'ils doivent répondre à la standardisation tout en touchant l'organique vivant, le sexe et la couleur de la peau. Je dis couleur de peau car là, il ne s'agit ni d'ethnie ni de race. Les élites mondialisées poussent les gens à s'enfermer et s'étiqueter dans l'une ou l'autre des cases qu'elles ont inventées elles-mêmes afin de servir à leurs fins. Ces cases comblent artificiellement et d'une manière pernicieuse et dangereuse la soif légitime de singularité individuelle et de communauté. Je rencontre un homme qui dit « Je ne suis de nulle part, moi j'entends, je suis de partout ». C'est avec l'argent qu'on est partout chez soi, du moins un semblant de chez soi, pour profiter des choses matérielles que le lieu vous vend. Être de nulle part, c'est compter sur la domination de l'argent. L'argent ne permet pas à la communauté d'éclore. Pouvoir aller partout, c'est autre chose. La communauté, on la porte en soi, qu'elle soit passée, présente ou envisagée dans l'avenir, elle ne s'englue pas. Être de partout, c'est être de nulle part. Rien ne pousse sur le nulle part. Le mondialisme a chassé le cosmopolitisme d'antan. Cosmopolitisme signifiait que les peuples restaient distincts et par là même pouvaient se nourrir et s'enrichir de leurs échanges. Il faut bien qu'il y ait un ici pour que puisse se goûter l'ailleurs. Cosmos renvoyait à l'harmonie du monde. L'harmonie est le jeu gracieux entre divers éléments. La diversité, distribuée avec les différences de chaque peuple, permettait la circulation, le mouvement. On pouvait aller de l'un à l'autre. Il faut bien qu'il y ait des cultures distinctes pour qu'il y ait possibilité d'union, d'harmonie, de respect mutuel et de paix. Les cultures rayonnaient dans leur singularité. Le mondialisme a neutralisé les différences. La différence entre les cultures a été remplacée par les différences de classe. Les élites mondialisées d'un côté, les autochtones qui se battent et s'en sortent tant bien que mal de l'autre. Les élites mondialisées disposent d'instruments très performants. Ceux qui veulent quitter leur pays pour s'installer là où sont les élites mondialisées qui les appellent. Les autochtones ne disposent que d'un seul appui, eux-mêmes, et l'élan de la vie qui repose sur la distinction des formes, le brassage par la plongée dans l'informe périodiquement, qui n'en fait pas sa méthode générale, qui est seulement un rouage dans le processus d'ensemble. Je suis retournée à la plage cette nuit. La femme était en train de sortir du sable. La lune pleine faisait briller les éclats de mica et de silice sur sa peau humidifiée d'avoir traversé la profondeur des mers. Elle m'a dit qu'elle m'attendait parce qu'elle avait quelque chose à me dire de tragiquement crucial. Le monde meurt parce que les femmes
sont devenues très bêtes. Elles se sont reniées. Elles ont rejeté la négativité qui faisait la richesse qu'elles avaient en elles. Elles ont voulu n'être que dans la positivité et la monodirection pour être les égales des hommes. Le résultat, c'est que les hommes se sont sentis attaqués et ils ne reçoivent plus la douceur réconfortante des femmes. Ils se sont raidis, ils se cramponnent encore plus à leur positivité et cela leur a fait perdre la tête. La positivité s'est figée en eux, elle s'est durcie et cela s'est retourné contre eux. Ils se sont féminisés, mais pas de la bonne façon, car il y en a une bonne, mais de la manière bête. Et les femmes se sont amoindries en singeant les hommes. Elles ont tout perdu au change et elles causent beaucoup de tort aux femmes qui n'ont rien renié du tout. Car de même que les élites mondialisées utilisent les étrangers qui veulent quitter leur terre pour servir à leur fin de neutralisation des différences, de même, ces élites mondialisées utilisent les femmes déchues qui se sont reniées, qui ont quitté leur terre de femmes pour servir à ces mêmes fins. C'est misérable. Le combat des femmes autochtones est essentiel. Je suis la femme de sable pour leur montrer le chemin. De quelle communauté je fais partie? Et de quelle communauté fait-elle partie, la femme de sable? Nous savons ce que les communautés ne sont pas, les rassemblements des individus mus par le ressentiment. Ceux-ci se fabriquent une identité standard, aussi minoritaire qu'elle soit. Leur singularité se dissout dans cette étiquette, et ceux qui portent cette étiquette se rassemblent. Ils ne font pas communauté. La communauté ne repose jamais sur la dépersonnalisation. On voit maintenant des dizaines et de dizaines de différentes chapelles, des gens qui s'étiquettent eux-mêmes. Faut-il leur rappeler que les étiquettes sont destinées aux produits? Qui achète ces gens? Qui les vend? Les intellectuels des années 1970 ont déclaré la mort de l'auteur pour proclamer la dissolution de l'identité. Ils ont confondu l'identité et la fixité. C'est parce qu'ils ont une vision fausse du vivant, ne considérant les choses que comme terminées, méconnaissant la grande loi du vivant qui est le perpétuel devenir. Ils raisonnent par système d'effets et de causes, tel effet produisant telle cause, c'est-à-dire mécaniquement, comme des choses mortes. Notre identité, ce que nous sommes, participe amplement du vivant. Elle est donc du pur devenir. L'identité n'est pas fixe. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Au contraire, elle existe, et très fortement. C'est pourquoi elle change, évolue, se modifie, parce qu'elle se coule dans le lit vivant du devenir. La mort de l'auteur est une atteinte portée au devenir. C'est consacrer seulement ce qui est devenu une fois pour toutes. Pour une femme, le maquillage est riche d'enseignements. Pour les hommes, le système pilote du visage est riche d'enseignements. Pour les deux sexes, la coiffure est riche d'enseignements au niveau des métamorphoses, car il modifie sensiblement le visage, l'expression, le style, tout en maintenant la personnalité. L'auteur n'est pas mort, il devient. Le devenir inclut la négativité, figurée par la mort. La communauté est un organisme extrêmement mouvant, car il bouge, évolue, se métamorphose de toutes parts par chacun de ses membres. L'esprit humain, dans sa première tendance, a été enclin tout naturellement à penser que la communauté se fondait sur la mort d'un de ses membres, sa tête pensante, comme en témoigne l'idée du père primitif et de la horde chez Freud. Mais la mort, dans le processus du devenir, n'est qu'une étape et aussi une certaine négativité qui n'engage pas l'être en entier, qui ne concerne que sa partie immergée, délimitée corporellement, l'identité en tant que fixe.
alors qu'en réalité, il se produit une plongée dans des figures archaïques, de rêve, des sensations d'abandon dans l'amour et la sensualité érotique. Cette dissolution est vue comme une mort, mais ce qui meurt d'un côté, le côté fixe et délimité de l'identité, engendre une nouvelle naissance, un renouvellement de l'être. C'est une sorte de mort, mais dans la vie. Tel est aussi ce qui régit la communauté. Le fondement de la communauté n'est pas la mort, mais la vie. L'idée du père alors se pose. Le meurtre du père commis par les frères, meurtre qui scelle leur complicité et sert de sédiment à la communauté, est à remettre en question quand on sait que la communauté se base sur la vie, non sur la mort. Ce père mort métaphorisait l'instance extérieure, supra-humaine, qui est indispensable à la formation de la communauté. Pourquoi ne pas voir que ce qui fait communauté est mystérieux, que c'est une proximité d'âme, leur bon agencement. Vouloir que ce soit le Père mort correspond à une vision qui a besoin de voir pour croire, alors que le fondement de la communauté échappe à la raison et peut-être aussi aux disciples. Le mot pupille vient du latin pupa, petite poupée, parce que quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu te vois toi-même dans cette partie de ses yeux, mais en tout petit, comme une petite poupée, une petite personne. C'est dans celui qui se trouve au plus proche que tu vois ton reflet. Tu es en lui comme lui est en toi, en tout petit, intériorisé. Ce face-à-face où chacun se voit en l'autre, en même temps qu'il voit l'autre, est la première pierre qui bâtit la communauté. Se voir en petite poupée dans les yeux de l'autre est possible quand les regards de l'un sur l'autre sont bienveillants, sans jugement, sans hiérarchie, une reconnaissance mutuelle au-delà des goûts, en profondeur. C'est le lien des adolescents quand la personnalité se forme et que chacun trouve en l'autre la douceur et le réconfort qui permettent de devenir vraiment soi. Le regard de l'ami donne une image de soi, lancée en plein élan, dans le devenir, aux 1000 promesses merveilleuses, la vigueur d'une potentialité d'être, la terre stable pour la puissance. Ce face-à-face où chacun se voit en l'autre en même temps qu'il voit l'autre est la première pierre qui bâtit la communauté. Juste avant que pousse en moi le germe d'un nouveau livre, et cela arrive quand je suis sur le point de terminer le précédent, quelle que soit sa thématique, je pense écrire à partir de la brève communauté formée par 4 femmes durant la guerre 1914-1918. 2 écrivains et journalistes, dont Colette, une comédienne et une actrice, la célèbre Musidora, la première vampe, la femme vampire. Ces quelques jours qu'elles ont passés ensemble, dans un Paris déserté par les hommes, partis à la guerre, dans le chalet de Colette, valent pour moi comme un talisman. 4 amis qui se réconfortent, s'entraident, s'épaulent, qui mettent leurs économies en commun pour tenir bon pendant ces jours très difficiles. Chacune y déploie son talent propre pour apporter du bien aux autres. Je me dis que mon prochain livre va prendre cette thématique de la petite communauté, 4 amis, le phalanstère féminin, en choisissant des personnalités nouvelles et une guerre nouvelle également. Je n'ai jamais écrit cette micro-communauté féminine et sans doute ne le ferai-je jamais. Elle est le terreau, comme la matrice
à partir duquel mon imagination peut prendre son envol. Cette petite communauté n'a duré que peu de temps, mais elle a laissé en chacune d'elles un souvenir inoubliable, même si l'une d'elles, durant leur proximité, est morte de la grippe espagnole et a laissé une trace dans l'œuvre de Colette. La communauté des 4 femmes vulnérables dans le chalet, alors que la mort rôde dans une des guerres les plus atroces, évoque le lieu protecteur par excellence, le premier, le lieu matriciel. C'est comme si mon livre à écrire trouvait là son lieu matriciel à lui. Pour chaque mère, son bébé est le plus beau, et pour chaque enfant, sa mère est la plus belle. Et ce, même si bébé et mère sont très laids. Ceci vaut pour une mère qui en est vraiment une, pas une mère indigne, évidemment. Dans le lieu matriciel, la future mère a un œil bienveillant sur son enfant à naître, un regard intérieur, car elle ne le voit pas, mais elle le sent. Avant l'adolescence, ce regard est la matière en fusion qui va former la première pierre sur laquelle se bâtira la communauté. Comment de véritables communautés pourraient-elles apparaître dans un monde qui s'acharne à en fabriquer des fausses? Celles-ci, mues par le ressentiment, ont pour seul sédiment la haine et la rancœur. Ce type de communauté se termine toujours de la même manière. Les membres finissent par se dévorer entre eux. Ce n'est pas en se portant un regard bienveillant les uns sur les autres, en se reconnaissant une place dans le monde, en reconnaissant une place aussi réelle aux autres. Ce n'est pas en se protégeant mutuellement et se battant ensemble pour construire quelque chose de meilleur. Ce n'est pas pour toutes ces raisons, mais pour les raisons inverses que se fomentent les fausses et pernicieuses communautés. Les fausses communautés veulent remplacer l'humain au nom d'un nouvel humain supérieur et pur. La volonté de pureté détruit tout alentour. La communauté se base sur l'amour primitif, essentiel de la différence. Pour les femmes, c'est l'ami qui, ayant un autre style que le vôtre, repère pour vous le vêtement, les chaussures que vous allez aimer et qui vont vous aller à la perfection. Pour les hommes, ce sera quelque chose d'équivalent. Comment pourrait-elle voir le jour, la communauté véritable, dans un monde qui abrase la singularité des désirs et des personnalités, quand l'amour est devenu plus que jamais la guerre des sexes, quand la vie professionnelle et sociale est la guerre de tous contre tous? Si une communauté qui n'entre pas dans les catégories étiquetées par les élites, touchant principalement le sexe et la race, que ce soit par ignorance, soit par cynisme, les gens feignent de trouver juste, essaie de s'établir en prenant le contre-pied de ces fausses communautés-là, elle peut être sûre de perdre, sûre de se bâtir et de propager l'inverse de ce qu'elle voulait. Car rien ne se bâtit sur la haine, car rien ne se bâtit sur la positivité forcenée, ni sur la prédominance absolue et par définition totalitaire de l'humain. Je me trouvais sur la jetée, au bout de la ville, juste avant la route qui monte en lacet vers l'Italie. À flanc de montagne, la mer à mes pieds et le danger de tomber dans le précipice, c'est la beauté de la vie et l'incandescence du cœur qui a peur de mourir. La femme de sable nageait entre les rochers. Son corps apparaissait et disparaissait de l'eau qui avait pris une couleur violette dans l'embrasement du soleil couchant. 1000 créatures nageaient et volaient autour d'elle. La femme de sable faisait remonter à la surface de l'eau le mystère des grandes profondeurs du sol au fond de la mer.
elle est sortie de l'eau. Les créatures sont restées dans la mer comme un bouquet de fleurs vivantes. Elle s'est approchée de moi dans sa robe de mica qui scintillait. Les créatures étaient mi-humaines, mi-marines. C'était comme ce que nous avions été au premier jour de la création, avant l'humanité, quand la bulle d'eau a commencé sa lente transformation qui va la mener aux milliards de formes et d'organismes vivants. La femme de sable a parlé. Et si c'était moi, le modèle du fondement de la communauté, moi qui viens en ligne directe de la première étincelle de vie. L'humain ne tend pas à la mort comme l'a cru Heidegger. L'humain n'a pas au fond de lui l'instinct de mort comme l'a cru Freud. Le devenir est une avancée en spirale, un cercle ouvert qui va toujours plus loin. À un moment donné, le cercle se referme sur lui-même, c'est-à-dire qu'il arrête sa trajectoire et donc on a l'impression qu'il meurt. Mais cette mort, ce moment de négativité où la personnalité se sent dissoudre, perdre son assurance, ses contours, et l'immersion dans un chaos archaïque où nous entrons en contact avec le plus obscur et le plus profond des fondements de l'humanité, meurt et devient, et se fait alors un nouveau départ. Ils ont misé sur le Père mort où ils ont mis le divin. Ils ont fait de ceci le modèle de la fondation de la communauté. Ils ont mis la mort et le meurtre comme point de départ. Les fils tuent le père castrateur pour se libérer. Ils en font ensuite la figure tutélaire, le Dieu issu de la figure du père mort. La culpabilité des frères les soude entre eux. C'était la horde primitive qui avait soudé les frères entre eux parce qu'ils avaient tué le père et que leur complicité les liait ensemble. Réfléchis un peu. Ne vois-tu pas deux choses qui clochent là-dedans ? Une communauté fondée sur le meurtre et des liens causés par la culpabilité. Cela signifie que ce ne sont plus des frères mais des complices. Complices d'avoir fait du mal. Si l'on a fait du mal une fois, pourquoi ne pas recommencer ? C'est naturel qu'ils vont ensuite mal agir entre eux, se causer du tort. Et les femmes dans l'histoire, on ne nous dit pas ce qu'elles en ont pensé. Si elles étaient d'accord pour tuer le père profitait d'elles toutes, sans doute voulait-elle s'en débarrasser, mais alors, pourquoi n'aurait-elle pas participé à sa mise à mort ? Et que vaut une communauté dont les liens ne valent que pour un seul sexe, le masculin en l'occurrence ? Tu vois, me dit la femme de sable en me tendant la main, ce récit ne peut pas te satisfaire. Cela ne fonctionne plus pour toi maintenant, du moment que je te l'ai montré sans phare, tel qu'il est. Il faut tout revoir depuis le début, car maintenant que ta culture peut disparaître, que les communautés véritables sont impossibles, alors que seule la communauté peut sauver ta culture, il est urgent et essentiel que tu comprennes. Oublie les notions de père et de fils. Jésus le Juif a voulu sauver son peuple en le tirant de la domination que l'Empire exerçait sur lui. Dans son amour désespéré pour les siens, qu'il voulait absolument tirer des souffrances et des humiliations, il a pensé que Dieu réagirait pour les sauver si un humain lui portait l'amour le plus grand qui soit. Et il s'est dit alors qu'il aimait Dieu comme un fils aime son père. Il a dit aux gens de sa communauté, « Je suis le Fils de Dieu, aimez-moi comme vous l'aimez lui, et nous serons sauvés. » Mais le peuple est resté sous la domination de l'Empire. Rien ne s'est passé. Et Jésus, qui avait cru que Dieu le sauverait de la mort, est mort. Le Fils mort est devenu le Père mort, car Jésus était aussi divin, puisque Fils de Dieu. Ce schéma a servi de modèle à la formation de toute communauté.
Mais ceci, basé sur la lecture officielle et canonique des évangiles, ne va pas au fond des choses, en quoi elle rate le fondement véritable de la communauté, car c'est une vision statique qui fige et par là passe à côté de la réalité du processus vital. Reprenons tout à l'origine. Jésus est mort sur le bois de l'arbre. Il représente la pousse végétale qui pousse sur la branche. Il est le fruit qui mourra pour que le nouveau naisse. Il n'est pas question de père, de fils, de meurtre. Ceci peut se saisir si on sait recevoir la sensation de l'éternité dans la vie même, être dans la dynamique du devenir. Ce n'est pas en figeant les choses que l'éternité peut se concevoir, car ceci place d'emblée dans la mort. La femme de sable est la quintessence féminine, celle qui sait la périodicité cyclique du devenir, l'œuf mort qui s'expulse de son corps, elle est l'arbre. Petite poupée dans tes yeux, je suis, toi qui m'accueilles dans ce que tu as de plus précieux, qui te fait voir la lumière du monde. Mon père meurt à l'hôpital après 3 jours d'agonie. Je quitte sa chambre et passe devant le salon où des malades regardent la télévision et je me dis « Tant mieux pour lui, maintenant c'est fini ». Avez-vous remarqué ce phénomène des plus étranges? Quand un être bien-aimé est en train de mourir, votre cœur se déchire et vous n'avez plus qu'une hâte, c'est qu'il passe en fin de vie à trépas. J'allais voir mon père spirituel pendant que mon père était en train de mourir. Il y avait sa jeune femme, nous écoutions des disques. Il aimait « Je te donnerai tous les bateaux ». Nous l'écoutions, lui. Nous ne parlions pas de mon père à l'agonie. Simplement, mon père spirituel m'a dit, quand il a senti la fin imminente, « Je viendrai à la salle funéraire, mais ensuite, je ne viendrai pas à l'église ni au cimetière, parce qu'il n'y a pas de bistrot à côté. » À la salle funéraire, il ne me regardait pas. Il était à côté de moi, face au cercueil. Il avait posé 2 doigts à la verticale devant sa bouche, comme s'il tenait une cigarette, ainsi qu'il le faisait quand il ne pouvait pas fumer. Ma mère était assise, à 2 doigts de l'évanouissement. Quand ils ont refermé le cercueil, elle a dit « Non, je ne veux pas, j'ai peur qu'il étouffe. » Puis, elle s'est mise à pleurer doucement. J'allais éclater en sanglots. Alors, mon père spirituel, sans se retourner vers moi, a dit ce seul mot, « sage », et je n'ai pas pleuré. Quand ils ont commencé à emporter le cercueil, il m'a dit ce seul mot, « vas-y ». C'est ainsi que je me suis retrouvée la première à suivre le cercueil. Je me disais que ma mère, en regardant le cercueil, me voyait, moi, vivante, sa plus jeune fille, qui faisait un peu entre elle et son mari mort, comme un rempart. Quelques jours plus tard, je suis allée voir mon père spirituel. Il était sur son balcon en train de peindre des boîtes d'archives. Son goût esthétique était très fort. Il peignait lentement, fumait et buvait en même temps. Il m'a dit tout de suite « J'aime ton regard que tu as maintenant. Je n'aimais pas celui que tu avais ces derniers temps. Tu avais un sale regard. » La mort, c'est de la pourriture. Quand elle ne survient pas brusquement mais avance à petits pas, vous avez le temps de subir son épreuve. La salissure vous envahit peu à peu. Quand le passage est achevé et votre cœur est brisé en 2, la salissure se retire d'un coup. La lumière que m'a fait entrevoir la femme de sable s'est éteinte brusquement. Le soleil a disparu sous la menace constante de la guerre civile et de l'effondrement. L'apocalypse est annoncé de toutes parts, prenant des causes et des orientations différentes suivant les camps.
les camps ne présagent jamais rien de bon. Je suis seule désormais sur cette jetée, avec à mes pieds l'abîme du futur. La femme de sable s'en est allée, les créatures mi-humaines, mi-marines dans son sillage, et ne remontent dans mon esprit que des images de désolation et de mort. En cette période où la mort avance sans fin, sans que nous nous en rendions compte, nous avons tous ce sale regard dans les yeux qu'avait vu en moi mon père spirituel. Et après, nous nous sommes perdus de vue. C'était un soir de 14 juillet, devant la mer. Je l'ai revu. Il était avec 2 personnes. J'étais si heureuse de le revoir. Cela faisait longtemps qu'on ne se rencontrait plus. Une dizaine d'années. J'ai dit « Bonsoir ». Il ne s'est pas tourné vers moi, a gardé ses yeux fixés sur la mer. Il a dit « Je ne te vois pas, mais je reconnais ta voix. Au revoir ». Sa voix était douce et sans animosité, mais c'était comme ça, il ne pouvait plus me voir. Je m'étais même demandé s'il était devenu aveugle. Abasourdi, je suis partie. Ce n'était pas le père mort. Il n'allait pas jouer ce rôle avec moi. Le père mort n'est valable que dans la horde primitive, où les frères le tuent et deviennent solidaires entre eux par le mal qu'ils ont causé. Communauté fondée sur le meurtre et des liens de complicité. En cette période de la guerre qui nous menace, quelle qu'elle soit, la communauté fondée sur le meurtre et la complicité est en train de basculer. Ce n'est pas la culture qui est mourante, en vérité. C'est cette communauté qui ne peut plus avoir cours. Indéniablement, il en faut une autre. Mais il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel les humains tombent trop souvent. Quitter un pôle pour en épouser l'exact contraire. C'est là qu'il faut se nettoyer de la haine et du ressentiment. Il ne s'agit pas non plus d'établir une moyenne, de trouver le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu qui serait un compromis entre 2 contraires. Rien ne se réconcilie, jamais. La femme de sable ouvre la voie, pousse une 3e porte qu'on n'avait pas vue, qu'elle dessine mais que la mer efface. Il faut la redessiner continuellement. La porte s'ouvre et disparaît, naît et meurt pour renaître. Que faisaient les femmes de la horde primitive pendant que les hommes concoctaient le crime contre le père qu'ils allaient commettre? Pendant des siècles, elles ont fait l'amour, enfanté, engendré. Elles ont appris le cycle des morts et des renaissances. C'est Marie-Madeleine qui a trouvé le tombeau vide de Jésus. C'est elle qui est allée voir parce qu'elle savait qu'il ne serait plus là, qu'il ressusciterait, que c'était pour ça qu'il était mort, pour renaître. Le mythe de la horde primitive s'est usé jusqu'à la corde. C'est pour ça qu'on ne croit plus en Dieu. Mais Dieu n'a jamais existé. Le seul existant est ce qui advient. Le corps de la femme que tu aimes est comme du sable qui coule entre tes doigts. Entre le minéral et le liquide, sa douceur te charme et tu trouves sa beauté envoûtante. Elle apparaît et disparaît sous tes caresses. Elle exulte en myriades d'étincelles, d'une volupté qui t'échappe, mais tu sens aussi que c'est elle qui te fonde. La communauté véritable prend le visage d'une jouissance de femme dans l'amour exalté. 4 amis, 4 femmes, dans un monde déchiré par une guerre atroce. Chacune voit dans le regard de l'autre la douceur, la bienveillance, l'amour et la protection. La plus jeune, Musidora, première vampe du cinéma, fait de bons plats à partir de rien, de ce qu'on trouve en cette période de disette. Elle recrée la chaleur et la joie de l'âtre, près duquel, avant, on enterrait les morts, pour que les vivants et les morts veillent
les uns sur les autres, pour laisser intact le fil de la continuité, la saveur du temps. Marguerite, la tragédienne, faisait rire aux éclats par des sketchs improvisés ou pleurer par des tirades de Corneille. Annie, l'Annie de cœur de Colette, morte trop jeune, emportée par la grippe espagnole, incarnait la douceur, la féminité dans tout son éclat. Et Colette, le centre tourbillonnant du phalanstère féminin, comme elle l'appelait, apportait le regard de l'écrivain qui sublime le réel en le montrant tel qu'il est, simplement, car il accède à sa pureté. Elles mettaient toutes leurs maigres ressources en commun, ces femmes toujours prêtes à se faire du bien et à se protéger dans l'hostilité environnante. C'est Colette qui fournissait le lieu, l'ancienne garçonnière de son mari partie au front, le chalet. Chalet, lieu de la communauté véritable, il est symboliquement sur la hauteur des cimes, non pas tour d'ivoire, mais espace, où on est épargné des va-et-vient incessants, des rumeurs du monde, des appels constants de la propagande poussant à penser ceci ou cela, entraînant à consommer les objets, les slogans, les mondes. Dans ce lieu où tu ne veux ni tuer, ni mourir, tu trouveras des êtres mus par le même désir que le tien. Ce n'est pas par l'athéisme que se remplace le père mort de la horde primitive. L'athéisme en est juste le contraire, ce qui veut dire qu'il est le même exactement. Par quoi alors? La femme de sable me répond. Par moi, quand tu me prends dans tes bras et que je nais, à mesure que je disparais dans la volupté d'être de l'amour.